devoir interpréter ce grand rôle du répertoire. Donc, c'est Mathieu qui parle ici. Edmond David et la doctrine académique. Edmond David contre l'académisme Goliath. Vous avez reconnu le style, évidemment, indépassable. Mathieu s'est proposé donc d'étudier la façon dont un grand juriste publiciste, administrativiste et membre du Conseil d'État du Second Empire puis de la Troisième République naissante s'était appliqué à citer ou non une forme de doctrine, en l'occurrence la manière dont Edmond David s'était attaqué au monstre académique, le Goliath, qu'il avait failli intégrer. David était docteur en droit, on le sait depuis 2 jours, de l'Université de Paris, même avant, mais le titre académique qu'il conquit se fait parallèlement à son entrée comme auditeur de 2e classe à la section du contentieux en 1855. Abandonnant la carrière académique qui l'avait également attiré, il s'est retrouvé donc à la citer dans ses écrits et on a cherché à savoir ici s'il était possible d'en tirer quelques conclusions. Pour ce faire, donc nous disposons de sa thèse publiée de doctorat en droit de la session des créances 1856, qui s'avère être un travail doctrinal très classique pour son époque. Et puis de ses conclusions, publiées comme commissaire du gouvernement près le Conseil d'État ou le tribunal des conflits, fonction occupée de 1864 à sa retraite en 1879, donc au moment de l'établissement définitif de la Troisième République, définitif, évidemment, si on met de côté la parenthèse de Vichy, comme disait le général. Ça, c'est pas du Mathieu, c'est du Pierre Laurent. Source exploitée, autant la consultation de sa thèse a été aisée, autant la recension des centaines de conclusions prononcées par David relève de la mission impossible du fait de l'absence automatique de diffusion, impression et publicité. Il a fallu donc sélectionner celles qui ont été intégrées au recueil dit Le Bon, de 1864 à 1879. L'appareil doctrinal. Mathieu a donc consulté les éditions du recueil Le Bon, la thèse, et a recherché les occurrences doctrinales citées par David afin de dresser un état des lieux de son appareil scientifique doctrinal en 1856, puis de 1872 à 1878. Il est important, lorsque l'on étudie un auteur de doctrine tel Edmond David, de s'intéresser à ses références scientifiques. Savoir qu'un auteur cite un auteur ou une doctrine est une clé de compréhension importante de son propre univers et de son système doctrinal. De même, constater qu'un auteur s'oppose fortement à la pensée et aux écrits de tel ou tel autre permet de le cerner davantage. J'ai omis de vous dire, et je dois toutes mes excuses à Mathieu, que j'ai taillé dans le vif, puisque d'un exposé initial de 31 pages, je n'en ai extrait, je l'espère, que la substantifique moelle à travers la dizaine de pages que je vous lis ici. De la doctrine. Trop souvent, malheureusement, on néglige la doctrine, comme si elle n'était qu'un passeur passif du droit, qu'elle n'inspirerait pas ou n'interpréterait pas. À l'inverse, la doctrine participe aux constructions juridiques prétoriennes comme normatives plus classiques. Elle accompagne, parfois elle crée même le droit. C'est d'ailleurs sa plus importante fonction, puisque la doctrine n'est pas là pour dire ou répéter ce que les gouvernants et juges disent du droit, mais pour dire ce que le droit est ou devrait être, en assumant sa part de critique et donc de création. Étudier la part de citation doctrinale chez David ne peut scientifiquement que s'imposer, travail fastidieux et inédit. Des citations doctrinales académiques. La doctrine désigne non seulement les écrits juridiques, mais aussi leurs auteurs. Ces écrits sont destinés à éclairer le droit positif. On peut opposer la doctrine universitaire ou académique à celle organique des institutions administratives et juridictionnelles. Mais selon la formule de Mallory, la doctrine est le miroir du droit tout entier. Donc, dans un premier temps, nous évoquerons l'appareil doctrinal doctoral et puis, dans un second temps, celui de ses conclusions. Tout d'abord, donc, des citations nourries et conformes au siècle du docteur David. La thèse de doctorat en droit d'Edmond David a été soutenue le 7 août 1856 à l'école du Panthéon sous la présidence du bon doyen Charles-Auguste Pelat et publiée en 1856, la même année. La cession de créances, tant en droit romain qu'en droit français, donc du très classique. Par ailleurs,
elle contient 112 pages de texte suivies des positions de thèse qu'on évoquait déjà hier, dans toutes les matières alors enseignées. Droit romain, droit civil français, droit criminel, droit administratif, histoire du droit, droit des gens. David écrit que les conseils de préfecture ne sont pas les juges ordinaires, et ce, au profit de la théorie, alors majoritaire, du ministre-juge, mais il produit un véritable appareil critique qui respecte en tout point les canons académiques de l'époque. Donc, ce sont les deux aspects que je vais évoquer ici devant vous. Un appareil critique important, 122 pour 112. Il existe 122 citations doctrinales dans sa thèse, 76 citations dans la partie droit romain, 46 pour la partie droit français, qui ne signifie pas à l'époque un droit positif, mais plutôt droit national, c'est-à-dire celui qui a pris son autonomie du droit romain à partir du XVIe siècle. Ce nombre apparaît tout à fait comparable à celui des thèses de doctorat soutenues à la même époque, dans une moyenne haute de plus d'une citation par page. Les instituts et les pandectes. Si l'on s'intéresse d'abord à la première partie de sa thèse, les 52 premières pages, qui concernent le droit romain, sur les 15 auteurs que cite Edmond David, dans cette partie donc romaniste, les deux juristes dont la doctrine est employée le plus sont Gaius et Tribonien via Justinien et les instituts. Les auteurs les plus cités sont les humanistes Jacques Cujas, cher au Berruyer, et le maître de l'école de Bourges, Hugues Donneau, ainsi que l'auteur des célèbres commentaires sur les pandectes, Muhlenbrück. Dans le droit français, donc la deuxième partie de cette thèse, une dizaine d'auteurs sont mentionnés, au premier rang desquels Charles Loiseau et le plus cité, Pothier. Donc des citations qui respectent les canons académiques d'autorité. Edmond David cite essentiellement en se plaçant dans la même direction doctrinale que celui qu'il mentionne. 67 fois à Paris, et 9 fois seulement à contrario. Il ne cite qu'un seul auteur contemporain pour s'y opposer, Charles Toulier. Il cite essentiellement à Paris pour montrer qu'il s'inscrit dans une continuité doctrinale à laquelle il entend être assimilé par son lectorat. Il accepte rarement de s'opposer à des anciens auteurs pour montrer qu'il n'est pas qu'un disciple aveugle et soumis à des siècles de tradition. Il ne s'oppose et fait son contradicteur que de Toulier, en 1856, le privatiste de référence, témoignant ainsi qu'il sait soutenir des positions de thèse personnelles. Quelle est la portée doctrinale de ses travaux doctoraux? Edmond David n'écrit pas avec la même finalité doctrinale qu'un Duguy ou un Foucard dans ses éléments de droit public et administratif. Edmond David n'affirme pas une pensée personnelle, offrant une systématisation du droit. Il répond au canon d'un exercice académique précis, démontrer qu'il connaît le droit et ses théories doctrinales et qu'il peut les énoncer, les discuter, les disputer. David choisit deux auteurs principaux pour s'y opposer. Cette option n'est en rien due au hasard. Pour la partie romaniste, il critique un auteur, Muhlenbrück, cité essentiellement à contrario, et il ne s'oppose qu'à Toulier, je vous le disais, dans la seconde partie. Les deux auteurs qu'en 1856 Edmond David cite le plus pour s'y opposer sont donc deux professeurs de la doctrine privatiste, française et allemande, du même siècle que lui, et seulement décédés à quelques décennies avant sa soutenance, ou même une décennie pour l'un. Le sujet de thèse. Il faut rappeler ici que le sujet de thèse était tiré au sort parmi les matières enseignées par les professeurs de la faculté, avec voix prépondérante aux doyens, ce qui malheureusement n'existe plus. D'où la place prépondérante des sujets de droit privé et droit romain ici. La thèse de David répond essentiellement aux préoccupations du doyen Pelat. Sa thèse est très similaire, on l'avait déjà dit hier avec Damien Salle, à celle de Ferdinand Larnaud, qui, en 1876, soutient une thèse sous la direction du doyen Paul Gide en examinant la publicité des donations en droit romain et en droit positif privé. Pour la partie de droit français, 26 des 46 citations, donc une majorité,
se situent au cœur du XVIIIe siècle et 8 citations d'auteurs contemporains du XIXe siècle, soit en tout près des 3/4 du corpus doctrinal postérieur à la Révolution française. Mais en droit romain, près de la moitié émane d'auteurs du XVIe au XIXe siècle. 1 millier d'années après ces rédactions, ce sont surtout les commentateurs et glossateurs modernes et français du droit romain. À l'exception du doyen Pellat et de Carl Philipp Adolph von Fangerow, de l'école historique du droit, David a surtout cité des auteurs, certes modernes et incontournables, et puis Gaius, Justinien en droit romain, ou Potier, mais donc tous décédés. Approximation. De surcroît, on peut relever dans cet appareil scientifique plusieurs approximations, souvent pratiquées dans les usages académiques de son temps. Il arrive qu'il cite un auteur, par exemple, sans donner sa source précise, mais seulement en mentionnant son patronyme, parfois sous des orthographes différentes, ce qui est un peu plus gênant, ou encore en citant plusieurs auteurs à la suite, à la façon d'un catalogue, sans exprimer son avis ou sa critique sur l'un ou l'autre, mais seulement en exposant leurs pensées, ainsi par exemple de Donneau, Favre et Bartol. En ce qui concerne le commissaire David, ce sera donc la deuxième grande partie de Matthieu, des citations rares et conformes à la justice. Intéressons-nous maintenant à la façon dont David a intégré ou non la doctrine académique à son activité juridictionnelle. On regrettera d'abord l'accès contraint aux sources utilisées dans un premier temps pour relever un rare appareil scientifique dans un deuxième temps. Tout d'abord, donc, un accès biaisé et contraint à la source des conclusions. L'exemple des conclusions au recueil Siret-Lebon. Il y aurait une belle thèse à écrire, nous dit Matthieu, sur l'importance des premiers recueils de la jurisprudence administrative de Jean-Baptiste Siret, que compléteront Louis-Antoine Macarel, comment ne pas le savoir depuis 2 ans exactement, puis Félix Lebon pour devenir le Lebon. Comment associer David et la pratique des commentaires et des manuels autorisés? Par ailleurs, l'accès à la source des conclusions de commissaires du gouvernement a aussi été facilité par l'existence de plusieurs écrits, commentaires ou même manuels réalisés par des membres du Conseil d'État ayant exercé ou exerçant les fonctions de commissaire. Vivian vient de nous en parler. Le traité de la juridiction administrative de la Ferrière, les conférences de Coq, le cours du président Audin. Pour David, on est frustré, nous dit Matthieu, par le faible nombre de conclusions disponibles. Sur les 2509 contributions citées, seules 27 ont eu l'honneur des colonnes du recueil, alors que le rôle même du commissaire du gouvernement s'autonomisait. Une fonction et non un corps distinct, commissaire de la loi plutôt que du gouvernement. On le sait, c'est assez rapidement que le commissaire du gouvernement s'est éloigné de la figure originelle du ministère public. Pourtant, en 1874, à propos de conclusions prononcées par David, le recueil mentionne encore explicitement « Voici cette partie des conclusions du ministère public ». De même, les ministres n'oseront pas leur demander de représenter les intérêts de l'État et prendront plus aisément des avocats. C'est donc en indépendance que David a prononcé et parfois publié ses conclusions. Le panel retenu n'intègre pas certaines de ses plus célèbres, mais que nous avons évoquées, que vous avez évoquées ce matin en particulier. Des citations rares, recherchant surtout l'intention politique et pratique, nous dit Matthieu dans son dernier développement. Il n'existe dans le panel retenu que 34 citations en faveur de la doctrine académique, nombre à peu près conforme aux habitudes des autres grands commissaires de gouvernement, qui n'entendent pas faire œuvre doctrinale, mais plutôt éclairer une formation juridictionnelle à propos des questions juridiques s'appliquant aux faits d'espèce. Si la plume de ces serviteurs de l'État est libre, elle est surtout consacrée à répondre à une question concrète et non à exprimer un point de vue ex nihilo, tel un universitaire. Aucune des citations doctrinales n'est employée par David dans ses conclusions, à contrario. Comme commissaire du gouvernement, il ne cite qu'à Paris afin de mettre en avant son propos et sa démonstration. Voilà pourquoi on a qualifié le but recherché par le commissaire David de mise en avant d'une intention
principalement pratiques ou concrètes. Mathieu termine sur la recherche des intentions politiques. Ainsi, en citant par exemple dès 1872, sous la décision Conseil d'État du 13 mars 1872, Tamelier, un député, je cite, « le représentant de la circonscription où les faits se sont accomplis », s'étant exprimé au corps législatif à propos des faits, comme lorsqu'il cite le député Armand-Jacques Lerbette ou des membres du gouvernement ayant à ses yeux éclairé les normes applicables, David entend mettre en avant la pensée des gouvernants. C'est encore plus topique lorsqu'il réussit à citer des membres du Conseil d'État, écrivant ou se prononçant dans le cadre d'autres fonctions. En ce sens, plaît-il tout particulièrement à David, semble-t-il, de mettre en avant la pensée d'un Odilon Barrot, ancien vice-président du Conseil d'État, ou encore de collègues comme Émile Reverchon ou Léon Aucoq, qu'on vient d'évoquer, qu'ils citent dans leurs articles publiés aux revues autorisées ou familières de la haute administration française, au répertoire de Blanche, par ailleurs conseiller d'État, et Maurice Bloch en particulier, bon, fameux dictionnaire. Il est alors fréquent que David termine ses conclusions par des renvois bibliographiques qui mettent ces auteurs de la haute administration et du Conseil d'État en avant. Et il le fait même parfois en le dissimulant, presque, ainsi qu'il le réalise en citant officiellement le député anonymisé de la circonscription litigieuse, alors qu'une recherche permet de comprendre qu'il s'agit en fait de Ferdinand de Jouvencel, le successeur à la vice-présidence du Conseil d'État d'Odilon Barrot, lors de la période dite de la Commission provisoire de 1870, faisant office de Conseil d'État. Une doctrine bien peu académique, nous dit Mathieu, politique, administrative et judiciaire. La doctrine que cite David n'est jamais académique, presque jamais. Il s'agit de politiques, de gouvernants, de législateurs, de membres du Conseil d'État et de haute administration ayant eu à appliquer, à commenter les mêmes normes ou à les appliquer, voire directement du président de la République, qu'il ne nomme jamais, mais ne cite qu'à l'instar d'une fonction, Adolphe Thiers, chef de l'État. Terme de cuisine selon Adolphe Thiers. David s'en remet soit à des avocats ayant publié, à des collègues magistrats judiciaires, à l'instar du procureur général Paul Fabre, de l'avocat général Gustave-Emmanuel Bédaride. Il cite Rodolphe d'Arrest, conseiller à la Cour de cassation, et sa justice administrative en France. Les deux seuls professeurs incarnant la doctrine académique que cite David sont le spécialiste du droit des gens de Vatel et Théophile Ducrot, seul à pouvoir égaler l'autorité du Conseil d'État et méritant citation publique pour son traité des ventes domaniales, cité en 1874 à l'occasion des conclusions établies sous la décision du 12 décembre 1874 du tribunal des conflits, ville de Paris, contre l'État. Des doctrines organiques. En conclusion, en sa qualité de commissaire du gouvernement, Edmond David n'a pas fait appel à la doctrine académique comme il avait su le faire lors de la soutenance de sa thèse. Il sait le faire, mais l'usage de ne pas citer la doctrine académique au profit de celle des administrations et du Conseil d'État a été adopté par le docteur en droit devenu commissaire du gouvernement. D'ailleurs, quand Edmond David emploie le mot « doctrine » dans ses conclusions, c'est pour mentionner celle de ses collègues et de l'institution avec un I majuscule. Ainsi, la première fois où des conclusions David ont l'honneur en 1872 d'une publication au recueil Le Bon, il est ainsi résumé, je cite, « Monsieur le commissaire du gouvernement ne croit pas que cette doctrine ait jamais été admise par le Conseil d'État. » Je vous remercie.